Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'enseignement. Et pour en parler, évidemment, nous recevons le recteur Gilles Albou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, vous revenez de Paris pour peut-être des conventions pour Mayotte. Est-ce que vous revenez avec les valises pleines ? Écoutez, on revient effectivement avec plutôt des bonnes nouvelles, évidemment. C'était pour nous important d'aller à Paris en présentiel après évidemment 5 mois, comme beaucoup, bloqué sur Mayotte. Et j'en profite pour avoir une pensée aussi pour tous nos collègues qui rêvent de rentrer sur le territoire, on va dire, métropolitain. On a évidemment des cadres, des inspecteurs qui eux aussi ont pu rentrer. C'est important le présentiel, pour parler de Mayotte, évidemment dans les différents ministères, à l'Élysée, c'est ce que nous avons fait, et aussi de faire le tour des partenaires futurs, puisque on va en parler. J'étais à Sciences Po la semaine dernière pour les conventions éducation prioritaire que nous allons célébrer en fin de semaine, avec Mayotte qui comble, on va dire, un manque, puisque aucun établissement de Mayotte ne bénéficiait de ces conventions, et à la rentrée prochaine, c'est 2 établissements, donc le lycée de Chirongui et le lycée des Lumières, qui vont entrer dans ce dispositif pour accompagner nos élèves, avec évidemment des ateliers spécifiques et des places réservées pour rentrer à Sciences Po. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de cranter, de faire avancer un certain nombre de mesures. Alors on a parlé de la labellisation des internats, et puis vous en parliez de la construction des prochains, avec quelques-uns qui sont encore évidemment en discussion, et évidemment les rencontres qu'on a pu avoir ont fait avancer ces dossiers. C'est aussi pour nous une manière de faire avancer nos projets sur l'éducation prioritaire et l'éducation prioritaire renforcée, avec, vous savez, l'élargissement de nos dispositifs dès la rentrée prochaine, on l'espère, et on espère annoncer évidemment des bonnes nouvelles et des moyens supplémentaires sur les 5 nouveaux projets que nous avons à Passamenti, à Koungou, au lycée du Nord, à Dzoumogné et au lycée de Kaani. C'est une manière pour nous aussi de revoir les projets, de revoir l'accompagnement, notamment dans le domaine médico-social. Et là aussi, on aura des bonnes nouvelles d'accompagnement. C'est aussi pour nous l'occasion de faire avancer des dossiers en lien avec les communes. Alors vous savez que j'étais à Paris en même temps que le président de l'association des maires et de son équipe. On a parlé équipement numérique pour les écoles. Alors là aussi, c'est peut-être un peu trop tôt pour annoncer des nouvelles, mais puisque je suis chez vous, je peux faire un petit peu d'avant-première. Oui. On avait sollicité les communes pour l'équipement numérique, et sur les 17 communes, 15 avaient répondu, ce qui était énorme. Déjà, 15 communes sur les équipements numériques, c'est plus de 100 écoles qui étaient concernées. On avait peur, évidemment, que l'État ne suive pas, parce que je pense qu'il n'y a aucun territoire où la quasi-totalité des communes avaient déposé un dossier, et a priori, et on l'annoncera définitivement prochainement, tous les dossiers d'équipement numérique des communes vont être, on va dire, vus positivement et donc financés. C'est une nouvelle qu'on sécurisera évidemment en temps et heure, et qu'on annoncera. Et puis j'en ai profité aussi pour parler des 2 dernières communes, celles qui n'avaient pas répondu à temps, et mon petit doigt me dit qu'il y aura un rattrapage, y compris pour ces 2 communes. Donc il y a la possibilité pour que la totalité des communes voient là aussi leurs écoles équipées avec ce qu'on fait de mieux
en numérisation, donc des tablettes, des tableaux interactifs, du Wi-Fi. Voilà, on a parlé aussi beaucoup enseignement supérieur. Alors peut-être qu'on reviendra sur une autre émission pour développer ça, parce qu'il faut que je fasse le point sur ce sujet avec le directeur du CUFR, sur les projets, on va dire, de développement, sur évidemment les œuvres universitaires et la vie étudiante. Donc ce sont des dossiers qui avancent bien, et là aussi on devrait avoir sur le volet enseignement supérieur et recherche des bonnes nouvelles avec nos projets d'innovation qu'on voulait voir portés par le conseil départemental. Je pense notamment au plan d'investissement outre-mer avec le pôle donc d'innovation intégrée de Mayotte, qui, le Premier ministre devrait l'annoncer prochainement, qui devrait être lui aussi labellisé avec à la clé des financements complémentaires. Donc vous voyez qu'on a plutôt des bonnes nouvelles pour Mayotte, et puis il y a aussi, on va dire, tout le volet ressources humaines, on va en reparler, oui, avec les annonces du ministre sur le Grenelle de l'éducation, et nous, de notre côté, notre feuille de route particulière pour Mayotte, une feuille de route qui a été travaillée avec l'ensemble des partenaires. On avait réuni en décembre, vous vous en souvenez, à l'initiative des députés, et particulièrement de la députée Ramlati Ali, tous les acteurs, les organisations syndicales, les corps d'inspection, les personnels de direction, et évidemment nos cadres en général, pour tracer notre propre feuille de route. Il a fallu du temps pour valider et faire valider chaque point. Alors, vous me direz, les uns et les autres sont encore en attente de concrétisation d'un certain nombre de mesures, puis on pourra y revenir. Certaines ont déjà été mises en œuvre avant même, on va dire, les avancées réglementaires, ce qui parfois nous met un petit peu en difficulté, parce que on va plus vite que la loi, mais on l'assume. Et puis d'autres mesures qui demandent encore évidemment des discussions fines avec les organisations syndicales. Je pense notamment aux mesures d'accompagnement à la retraite des anciens instituteurs d'État recrutés à Mayotte, pour lesquels aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un chemin d'accord avec le SNUIPP et les autres organisations syndicales, mais maintenant il nous reste à faire du cas par cas. Et puis derrière, un certain nombre de mesures qui vont, pour certaines, demander à être inscrites dans la loi Mayotte. C'est aussi un sujet que j'ai pu discuter avec les interlocuteurs à Paris. Vous avez abordé justement cette loi Mayotte, vous l'avez abordée là-bas ? Bien sûr, tout à fait. Nous avons un volet enseignement supérieur, comme je l'ai dit, qui est pour nous important, c'est nous donner une trajectoire pour l'évolution du centre universitaire. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on en discute aussi avec la direction du CUFR. Il faut évidemment qu'on avance sur un certain nombre de blocages au niveau des ressources humaines. Comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de points législatifs ou réglementaires qu'il va falloir faire avancer pour on dirait, être dans les clous et pour que ce que nous avons annoncé pour nos personnels soit sécurisé, entre guillemets. Et puis il y a aussi un certain nombre de mesures, on va dire d'ordre plutôt organisationnel et pédagogique, qu'il nous faut valider, et peut-être que nous aurons besoin d'éléments législatifs pour avancer dans ce sens. Le maître mot pour nous, évidemment, il y a le côté ressources humaines avec un certain nombre de revalorisations et d'évolutions réglementaires. Mais le maître mot, c'est aussi l'excellence, toujours l'excellence pour Mayotte. On a parlé avec les conventions d'éducation prioritaire, le partenariat avec Sciences Po. C'est aussi pour nous, dès la rentrée, amplifier les dispositifs de parcours d'excellence, de parcours talent, dans le cadre notamment des cordées de la réussite. On a eu un certain nombre de retours positifs, je l'ai dit, sur le volet éducation prioritaire, puisque là aussi il y a des mesures d'excellence à mettre en place dans les nouveaux dispositifs, mais de manière générale, et on y reviendra dans les prochaines semaines, des nouvelles sections sportives, et puis aussi développement de sections internationales. Et vous savez que c'est aussi une des priorités du ministère, de développer l'excellence, notamment sur les territoires comme Mayotte qui relèvent de l'éducation prioritaire. Voilà. On a aussi beaucoup discuté
discuté, et ça fera l'objet d'une communication, je pense, demain avec le conseil départemental. On a aussi beaucoup discuté langue régionale, et là aussi avec des grandes avancées pour Mayotte, puisque jusqu'à présent, aucune des langues vernaculaires parlées sur Mayotte n'était reconnue comme langue régionale. Vous savez qu'on a avancé en faisant reconnaître le shimaoré et le kibushi comme langue régionale, et on a beaucoup travaillé avec le conseil départemental et l'association Chimé pour rédiger une convention. On va la signer dès demain pour la mettre en place à la rentrée prochaine. C'est aussi une des volontés du ministre de développer l'enseignement et l'inclusion des langues régionales dans le dispositif éducatif. Et pour nous, c'est une belle avancée, une belle reconnaissance avec plusieurs volets. On aura l'occasion d'en reparler. Ça aussi, ça nous tient beaucoup à cœur. Camar. Alors, Gilles Albou, dans cette feuille de route, aujourd'hui, on parle beaucoup de reconnaissance et de l'engagement et des difficultés de l'exercice de tous les agents. Vous voulez aujourd'hui, et ils sont tous d'accord. Mais quand on regarde, par exemple, la semaine dernière, on a eu, bien évidemment, les ASH, et les AED aujourd'hui qui pensent qu'ils sont un peu les oubliés de l'éducation. Vous leur répondez quoi ? Alors déjà au niveau national, vous savez que sur la douzaine de grandes mesures, de grands chapitres, il y a tout un volet, on va dire, rattrapage et mesures sociales, notamment sur les mutuelles complémentaires et la prise en charge par l'État de ces mutuelles pour les personnels, notamment contractuels ou qui n'ont pas un temps complet. On parle évidemment des AESH en particulier, qui souvent sont sur des temps non complets et qui ont des difficultés pour justement être complètement couverts. Donc ça va être fait, c'est une première avancée. La deuxième avancée, alors je sais qu'un certain nombre d'organisations syndicales ne sont pas encore convaincues de l'utilité des PIAL, mais c'est aussi par une meilleure mutualisation, se donner la possibilité d'avoir des temps complets pour ces personnels. Vous savez que les personnels AESH, ils sont recrutés pour accompagner les élèves en situation de handicap. Or, un élève ne réclame pas à lui tout seul nécessairement toujours un temps complet, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas en temps complet à l'école, mais avec, on va dire, ces fameux pôles, ça nous permet aussi d'avoir une mutualisation des ressources humaines, et ça permet à un AESH ou à une AESH d'avoir justement plusieurs élèves et de pouvoir mieux gérer son temps. Et on le sait aussi, quand on accompagne un élève en situation de handicap, ça peut avoir aussi une fin, puisque cet élève-là, soit il peut à terme intégrer le système éducatif, on va dire, à temps plein et être dans un dispositif plus inclusif. Et donc pour la personne, ça la met aussi en potentielle difficulté de se dire au bout d'un moment, j'aurai plus de travail. Donc il faut qu'on aille vers plus de mutualisation. Alors pour ça, il nous faut évidemment qu'on ait de la discussion avec les représentants des personnels. C'est l'objet des groupes de travail qu'on a mis en place. Groupes de travail d'un côté sur les mesures RH et de l'autre côté aussi sur les mesures organisationnelles. J'aurai bientôt les conclusions de ces groupes de travail et on va continuer à avancer pour défendre évidemment les intérêts de ces personnels AESH. Pour les AED, c'est un autre volet qu'on connaît bien, c'est qu'aujourd'hui les AED, c'est les assistants d'éducation. On va dire partout sur le territoire, ça concerne surtout des étudiants qui exercent ce travail, on va dire, en complément de leurs études. C'est l'objectif initial. Avant, c'était ce qu'on appelait les surveillants et vulgairement les pions, et qui faisaient ça, on va dire, à mi-temps en complément de leurs études. Et évidemment, ça leur permettait aussi d'avoir un premier pied à l'étrier, parce que généralement, ces étudiants, ils se destinaient aussi vers les métiers de l'éducation nationale. Et donc, assez rapidement, ils passaient les concours pour devenir enseignants, pour devenir conseiller principal d'éducation. On le sait, à Mayotte, beaucoup de nos assistants d'éducation ne sont pas dans cette démarche. Et au bout de quelques années, on voit qu'ils ont du mal à passer les concours pour entrer dans l'éducation nationale. Et parallèlement, on sait aussi qu'à Mayotte, on a particulièrement besoin de personnel de vie scolaire. Alors moi, je ne vais pas répondre à ce besoin en créant encore plus d'assistants d'éducation pour en emmener encore plus vers justement cette impasse. Et ce que nous proposons dans la feuille de route RH, c'est un statut intermédiaire entre les conseillers principaux d'éducation et ces fameux assistants, un statut intermédiaire qui serait pour le coup
permanent avec des personnels de vie scolaire qui soient, on va dire, des assistants de CPE et qui ne soient pas à mi-temps dans une démarche de formation, mais qui soient à plein temps avec un statut reconnu. C'est ce que nous avons demandé et fait valider de manière spécifique pour le territoire de Mayotte. Gilles Helbou, on a reçu Henri Noury l'autre jour sur ce plateau pour parler justement de cette feuille de route. On lui a demandé qu'est-ce qu'il manque dans cette feuille de route. Alors, on va écouter sa réponse et j'aimerais après que vous commentiez sa réponse. On écoute. C'est la surprise. On écoute. Je vais vous dire ce qui manque comme sujet. Vous avez un certain nombre de constats qui sont faits sur le fait qu'il faut individualiser les relations, notamment depuis le rectorat vers les agents. Bon, avec la loi de transformation de la fonction publique, on a dépossédé les commissions paritaires, je ne cesse de le répéter, des mutations. Les commissions paritaires, c'est-à-dire les élus du personnel, des mutations, ne s'occupent plus des mutations ni des avancements. C'est-à-dire qu'au lieu que les organisations syndicales, les élus du personnel puissent intervenir et en quelque sorte aider l'administration à faire son travail et faire contrôler aussi l'administration, c'est-à-dire dire il y a des erreurs, il faut modifier, cette personne demande ci et vous lui donnez ça, ça va pas. Bon, au lieu de ça, tout repose sur les agents du rectorat, d'une part, et d'autre part, il y a un risque d'erreur beaucoup plus important, au détriment des collègues qui sont sur le terrain. Donc, la pression, à la fois sur les agents du rectorat et sur les collègues sur le terrain, du terrain, est très importante. Et ça, on ne le dit pas. Voilà ce qui manque. C'est-à-dire les risques, je dirais, psychosociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Pression, stress, harcèlement. Oui, qui existent vraiment. Hein. Ces risques-là, ces risques-là, ce n'est pas là. Cette question-là n'est pas abordée. Et cette question-là, elle doit être traitée parce qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus prégnante. Et pire que ça, vous avez en 2022 la disparition des CHSCT. Eh bien, cette instance, elle va disparaître en 2022. Ça, c'est grave. Alors que les problèmes Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Alors, cette réforme, c'est une réforme qui concerne l'ensemble de la fonction publique, comme l'a rappelé Henri Noury. Hein. Ce n'est pas une réforme propre à l'éducation nationale et encore moins à l'éducation nationale à Mayotte. Alors, sur le fond de la réforme, évidemment, c'est la fin, on va dire, d'une forme de cogestion. Et vous pouvez demander à Henri Noury, je pense qu'aucun syndicat aujourd'hui n'est pour reproduire la cogestion. D'ailleurs, eux-mêmes, on va dire, sont sur cette ligne-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire, il y a le rectorat qui gère et les organisations syndicales qui sont évidemment des partenaires dans la discussion et qui peuvent nous aider alors à tracer ce que nous appelons dans l'éducation nationale et au niveau du rectorat de Mayotte les lignes directrices de gestion. Donc, on ne l'a pas mis dans la feuille de route parce qu'on va dire c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place. Donc, les lignes directrices de gestion, c'est ce qui nous donne, on va dire, les grandes lignes sur la manière de gérer, notamment les mutations, les promotions, ce qui nous donne, on va dire, les critères. Et qui formalise ces critères. Et je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui de formaliser ces critères. Et cette formalisation, elle est vue avec les organisations syndicales. Donc on fait des groupes de travail, on travaille. Et là, je mets au défi, on va dire, les organisations syndicales représentatives de dire le contraire. On les a parfaitement associées. Et à chaque fois qu'on les présente, elles ont été bien vues avec l'ensemble des organisations syndicales. Donc on fixe des règles communes. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est normal que ce soit à l'administration de les mettre en œuvre. On ne va pas demander aux représentants des organisations syndicales de faire le travail de l'administration à la place de l'administration. Chacun est dans son rôle. La chose sur laquelle nous avons, pour le coup, insisté dans la feuille de route, c'est que, évidemment, il faut que l'administration se renforce. Il faut qu'elle ait aussi des outils de gestion. Je pense notamment aux outils de paye. On n'a pas aujourd'hui les outils informatiques qu'ont les autres rectorats, ce qui ne facilite pas les choses. Et comme le dit Henri Noury, amène aussi parfois un certain nombre d'erreurs et qui empoisonnent la vie des personnels. Et ça, pour le coup, nous l'avons bien mis dans la feuille de route RH, vous pourrez regarder, et qu'il y a un gros travail à faire sur la fiabilisation de la paye, la fiabilisation du suivi des carrières des agents. Et là, je pense que la meilleure manière d'avancer là-dessus, c'est pas de demander aux organisations syndicales de venir renforcer nos services et de venir vérifier si nos services font des erreurs ou pas des erreurs. C'est quand même là plutôt à l'administration de faire en sorte d'avoir les outils qui vont bien et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc nous y travaillons, ça va nous prendre encore jusqu'à la fin de l'année 2021 puisque nous sommes donnés comme objectif d'avoir ces outils opérationnels au 1er janvier 2022.
Donc en attendant, on doit régler un certain nombre, on va dire, de points importants. Et puis nous avons encore besoin des organisations syndicales pour évidemment tous les procédés de recours. Et je peux vous dire que les organisations syndicales se privent pas là de travailler, d'interagir avec nous. On a pu le voir pour les fins de contrat des CDD. On a pu le voir aussi pour certaines mutations. Et de ce point de vue-là, on travaille aussi très bien ensemble. Donc c'est un changement aujourd'hui d'attitude. On n'est plus dans la cogestion où on demande aux organisations syndicales finalement de venir aider l'administration, ce qui était quand même un petit peu aberrant. C'est un regard extérieur. Mais on leur demande Gilles Alboud, de travailler avec nous sur ces lignes directrices de gestion, c'est-à-dire d'établir avec nous les bonnes règles de critérisation des promotions et des mutations. 1. 2, c'est par contre à nous et à nous seuls de nous améliorer dans le travail qualitatif de la gestion des personnels. Et troisièmement, c'est à nous aussi et avec les organisations syndicales d'avoir un bon dialogue social pour tous les procédés de recours. Et donc vous voyez que sur ces 3 étapes, il y en a une qui concerne uniquement le rectorat, c'est la démarche qualité. Et sur le reste, on est toujours dans un dialogue, et un dialogue très ouvert avec les organisations. Alors justement, dernière question. Gilles Alboud, Henri Noury nous disait... Toutes les organisations syndicales saluent en tout cas votre dynamisme et ils savent et ils reconnaissent aujourd'hui vos intentions de bien vouloir faire aujourd'hui. Mais ils disent le recteur ne pourra rien faire sans volonté politique. Le recteur ne pourra rien faire si on ne lui donne pas les crédits. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez, monsieur le recteur, qu'une fois à Paris, vous allez pouvoir aujourd'hui justement faire bouger les lignes pour avoir ces crédits et réaliser cette feuille de route? Alors les crédits, d'abord, les crédits c'est les emplois. Vous savez qu'à la rentrée prochaine, on a 265 emplois, on va dire, d'enseignants. Je ne parle pas, on va dire, des autres emplois, mais rien que d'enseignants, 265 en plus. C'est quand même, je veux dire, un effort du ministère. Ce n'est pas des remplacements, c'est vraiment en du plus. Voilà, du plus que maintenant. On a un ministère qui a, de fait, validé notre feuille de route RH, avec derrière, on le sait, des mesures de revalorisation. Donc pour lesquelles, évidemment, il va falloir qu'on ait des discussions fines avec les organisations syndicales, je pense notamment, on l'a dit, aux mesures d'accompagnement à la retraite, etc. Mais là, il y a des engagements fermes qui ont été pris. Et puis, il y avait, on va dire, un dernier aspect à travailler avec le ministère, et c'était, on va dire, l'objet aussi des discussions qu'on a eues récemment avec Paris, c'est, on va dire, l'accompagnement en termes de mesures médico-sociales. Vous savez qu'à Mayotte, nous avons un gros déficit d'encadrement en infirmiers, infirmières, en assistants sociaux, assistantes sociales. Donc, là, nous avons plaidé évidemment pour un accompagnement. On avait déjà fait un petit effort pour la rentrée. On devrait avoir des aides supplémentaires. Et sur tout le volet social et médico-social et de vie scolaire, on attend évidemment des mesures supplémentaires là aussi pour la rentrée. Donc ce sont on va dire des mesures financières. Il y a aussi toutes les mesures, on va dire, d'accompagnement, d'investissement dont on a parlé. La numérisation des écoles, je l'ai dit. La numérisation, là aussi, des collèges et des lycées. Je pense qu'on va dépasser les 10 millions d'euros d'investissement. 10 millions d'euros d'investissement, plus tout ce dont on a parlé sur l'accompagnement des internats, etc. Et puis, il y a quand même tout l'investissement immobilier. Je vous rappelle que quand même nous avons un programme de construction immobilière de 660 millions d'euros rien que pour évidemment le second degré, avec derrière des arbitrages et qui pour l'instant nous continuent à nous être favorables, puisque nous avons demandé un internat supplémentaire, nous avons demandé des crédits supplémentaires pour évidemment améliorer la sécurisation de nos établissements. C'est très important, la sécurisation des établissements, ça fait partie de notre feuille de route, et à chaque fois l'État répond présent. À chaque fois, l'État répond présent. Et là, je peux vous assurer, je fais assez le tour sur le terrain. À chaque fois qu'on nous demande d'intervenir pour la sécurisation, à chaque fois, nous faisons les travaux et nous le faisons très rapidement. Gilles Alboud, dernière question que je viens de recevoir maintenant. Quid de l'indexation ? L'indexation, vous savez, ça fait partie aujourd'hui des mesures de revalorisation sur lesquelles, évidemment, il faut qu'on discute avec l'État. Il nous faudra peut-être, comme je l'ai dit, évidemment, il nous faudra de toute façon une évolution au moins réglementaire, si ce n'est législative. Donc, nous avons fait remonter cette demande dans le cadre de la loi Mayotte. Si nous pouvons l'anticiper, nous le ferons. Mais vous savez bien que pour payer des fonctionnaires et pour les payer plus, il nous faut derrière... L'un des problèmes, c'est l'attractivité
ils le disent souvent. Il y a un problème Alors, d'attractivité. l'attractivité, pour faire venir les collègues, c'est notamment, alors je ne vais pas revenir sur les mesures indemnitaires, ISG, etc., mais aussi, pour être plus attractif, il faut aussi des mesures pour aider nos collègues à trouver de logements. Et ça fait partie aussi des mesures que nous allons mettre en place via la feuille de route. Il y a des mesures aussi pour que les collègues qui viennent voient un plus dans leur carrière, ne soient pas bloqués à Mayotte, notamment en termes de mobilité, en termes de points pour ensuite pour aller pour les uns vers d'autres territoires ou d'outre-mer, pour les autres revenir dans leur académie d'origine. Ça, nous avons eu des avancées. Et puis l'attractivité, c'est aussi permettre aux collègues qui sont déjà à Mayotte, que ce soit ceux qui étaient à Mayotte parce qu'ils avaient, on va dire, leur famille à Mayotte, qu'ils ont grandi à Mayotte, et ceux-là aussi de rester. C'est pas uniquement de faire venir les autres, c'est de fidéliser ceux qu'on a. On l'a déjà fait pour les contractuels avec des contrats plus longs. Il faut aussi qu'on le fasse avec les titulaires. C'est l'objet évidemment de l'indexation. Plus l'indexation sera compétitive par rapport à d'autres territoires, mieux ce sera. Et aussi, on va dire, l'alignement vers le haut sur, on va dire, et pour tous les personnels, sur, on va dire, les mesures indemnitaires pour ce qu'on appelle donc l'éducation prioritaire. Hein. Les syndicats disent qu'il faut que tout Mayotte soit en REP+. Ils entendent par là, évidemment, les moyens supplémentaires. Ils entendent aussi par là, évidemment, des mesures indemnitaires et des mesures de revalorisation. Donc tout ça est évidemment inscrit dans notre feuille de route. Ça va demander, on va dire, et là, des ajustements au niveau réglementaire, voire législatif. Mais on y travaille et il n'y a pas d'obstacle là-dessus. Chaque chose, évidemment, doit arriver en son temps. Je l'avais dit aux organisations syndicales, on avait priorisé les actions. Aujourd'hui est venu le temps des mesures de stabilisation et de fidélisation. Et est venu le temps de la fin du temps de parole. Merci beaucoup, Gilles Albou, d'être venu ce matin pour expliquer tout ça et bon courage. Et on refera le point, évidemment, d'autres sujets qu'on devra aborder, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.